Donc, la dualité du territoire égyptien est également représentée par les éléments de leur environnement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la dualité? La dualité, c'est en fait la coexistence de deux choses, de deux éléments foncièrement différents. Donc, les Égyptiens s'inspirent du mode de vie dans lequel, du milieu environnemental dans lequel ils vivent pour représenter cette dualité. Et ici, ils vont se servir, par exemple, des plantes héraldiques, pardon, c'est-à-dire le lotus et le papyrus. Donc, le lotus est représenté pour symboliser la Haute-Égypte, tandis que le papyrus représente la Basse-Égypte. Pourquoi ces deux plantes? Les Égyptiens ont choisi d'utiliser le lotus et le papyrus, tout ça pour symboliser leur territoire, tout simplement parce que c'est en Haute-Égypte, donc au sud, que l'on retrouve le plus aisément des lotus. Et il en va de même pour la Basse-Égypte, donc c'est-à-dire au nord, c'est dans cette région que l'on retrouve de manière la plus répandue, du papyrus. Ces plantes se retrouvent très fréquemment représentées dans les temples, notamment sous forme de piliers, comme vous voyez ici, ou de colonnes. En ce qui concerne les colonnes, elles vont être taillées de façon à représenter la tige du papyrus ou du lotus. Et au niveau de son chapiteau, donc tout en haut, elle va représenter la fleur ou la plante ouverte. En ce qui concerne les piliers, eux sont ornés de gravures représentant ces plantes, comme le révèle ici les piliers héraldiques de Karnak. Comme vous pouvez le voir, les Égyptiens ne laissent absolument rien au hasard. En effet, nous avons remarqué que l'orientation euh, dans l'espace des piliers est associée aux points cardinaux et à la région de provenance de cette plante, c'est-à-dire de la Haute-Égypte ou de la Basse-Égypte. Autrement dit, lors de la construction d'un édifice, si les piliers sont orientés au nord, les piliers prendront alors la forme de la plante qui symbolise le nord, donc c'est-à-dire du papyrus, puisque le papyrus est associé à la Basse-Égypte. En revanche, si le pilier est orienté au sud, alors il prendra la forme du lotus, puisque le lotus symbolise la Haute-Égypte qui se trouve au sud. Tout à l'heure, nous avons vu que la déesse Wadjet était liée à la Basse-Égypte. Le nom de cette déesse Wadjet, en égyptien, signifie celle de la couleur papyrus. C'est pour cela que sur les fresques, nous retrouvons la déesse fréquemment représentée sous la forme d'un serpent posé sur ou au-dessus de papyrus, comme vous le voyez ici. Il en va de même pour la déesse Mekhbet, qui représente le vautour, qui est représentée sous forme d'un vautour, et qui symbolise la Haute-Égypte. Elle est ici représentée surmontant les fleurs de lotus. Elles-mêmes sont une symbolisation de la Haute-Égypte. Le pharaon est donc le roi de deux Égyptes et non pas d'une Égypte. C'est lui qui assure l'unification des deux territoires de l'Égypte. Un seul, unique symbole représente cette unification des deux terres. Il s'agit du Sématawi. Vous voyez écrit ici en hiéroglyphe. Donc ici se trouve le signe représentant la bande de terre. Comme il y a deux terres, il y a deux fois représenté le signe de la terre, qu'on appelle Tawi.
Et ici, ceci, je vais vous expliquer plus en détail à travers cette représentation, qui représente, qui signifie le chiffre 2 tout simplement. La représentation de l'unification du territoire se caractérise, enfin, se présente sur les fresques des temples par la présence du dieu Hapi, que nous avons vu enfin, rapidement évoqué la semaine dernière, qui est la personnification divine du Nil, et de son jumeau équivalent, donc Hapi à nouveau, encadrant de part et d'autre le cartouche du pharaon régnant. Donc ici, dans notre cas, il s'agit du cartouche de Ramsès II. Ce type de représentation, comme je l'ai dit, se retrouve fréquemment inscrite ou gravée dans les temples, mais également sur les statues ou les colosses des pharaons. Dans notre cas, il s'agit là, en réalité, d'un socle de trône. Et ici, enfin, vous pouvez le deviner rapidement, on voit les jambes du colosse de Ramsès II assis sur ce socle. Et le colosse se trouve dans le temple de Luxor. Donc, comme je vous le disais, ici se trouve Hapi, qui porte une couronne de plantes. Il s'agit ici du lotus, qui symbolise donc, la Haute-Égypte. À droite, on retrouve à nouveau Hapi, qui porte une couronne de papyrus et qui représente la Basse-Égypte. Ils sont chacun représentés de part et d'autre en train de lier les tiges de papyrus, que vous voyez là, c'est ça, du papyrus, avec les tiges du lotus, pour représenter cette idée d'union du territoire, d'union des deux terres, union de la basse et de la haute et de la basse Égypte. On retrouve au milieu le signe qui représente cette dualité, enfin le chiffre 2. Et l'ensemble est surmonté, comme je vous l'ai dit, du nom du pharaon régnant. Donc, dans notre cas, comme je vous le disais, se trouve le cartouche du pharaon Ramsès II, à l'intérieur duquel on peut lire donc en égyptien Ouzer Maatré Setep Enré, soit Ouzer Maatré l'Éditéré, qui correspond à ce nom de naissance, donc Ramsès II. L'ensemble, donc les deux divinités du Nil, la liaison, l'union des tiges de papyrus, le signe Séma et le cartouche du pharaon forment le Sématawi. La monarchie égyptienne est donc conçue comme une institution duelle. Et cette dualité est symbolisée par la religion, avec les déesses Wadjet et Merbet, mais également à travers la royauté et les attributs du pharaon, ainsi qu'à travers l'environnement naturel dans lequel on retrouve, donc on l'a vu avec les piliers héraldiques présentés dans les temples avec les colonnes et les piliers. Donc le pharaon, c'est également le nouvel Horus sur Terre. Alors, dans la mythologie égyptienne, avant l'arrivée des hommes sur Terre, régnait l'âge d'or, c'est-à-dire une période lors de laquelle les dieux régnaient et vivaient sur Terre. C'est uniquement en tant qu'héritier divin que le pharaon monta sur le trône et régna sur les mythes. Selon les mythes de la création du monde,
Donc la cosmogonie, c'est ce que nous aborderons en détail la semaine prochaine. Osiris gouvernait le territoire, secondé par son épouse Isis, et apportait aux hommes, qui entre-temps s'étaient répandus sur Terre, quelques bienfaits notoires, dont l'agriculture. Donc, Osiris gouverne le territoire. Mais son frère Seth, rêvant de le remplacer sur le trône terrestre, tua Osiris par traîtrise, découpa son corps en morceaux et le jeta dans les eaux du Nil. Emportés par le courant, les morceaux du corps d'Osiris furent déposés en différents points, sur les divers points de l'Égypte, euh, place qui plus tard se verra érigée, enfin, lieu sur lequel sera érigé plus tard les tombeaux du dieu, un tombeau du dieu Osiris. C'est ce qui explique pourquoi on retrouve en Égypte de nombreux tombeaux dédiés à cette divinité. Isis, l'épouse d'Osiris, aidée de sa sœur Nephthys, qui elle, en revanche, était l'épouse de Seth, s'est mise à la recherche du corps fragmenté d'Osiris pour rassembler les morceaux à l'aide du dieu Anubis. Anubis, réunissant tous les morceaux du corps, les maintient à l'aide de bandelettes de tissu, et ce fut l'origine de la momification. Ce traitement ramenant un peu de vie dans le corps du défunt Osiris, Isis parvint à concevoir un fils héritier que l'on nomme Horus. Osiris se retira alors dans l'au-delà, et Isis éleva seul dans le secret Horus. Cependant, Seth, ayant eu connaissance de cet héritier, décida d'évincer cette menace qui le gênait dans ses ambitions. Horus grandit et provoqua son oncle en duel pour venger la mort de son père Osiris. La lutte fut alors hargneuse, et au cours du combat, Horus perdit un œil, mais Seth fut vaincu. À partir de cet instant, ce fut Horus qui monta sur le trône et devint ainsi le premier pharaon de l'histoire, digne héritier de son père. Donc ce mythe est une base commune à toute la mythologie égyptienne. Les dieux ont régné sur terre avant les hommes. C'est pourquoi, dorénavant, tous les pharaons qui suivront seront considérés comme les successeurs légitimes d'Horus. Le pharaon était donc la réincarnation d'Horus et on appelait ainsi le roi l'Horus vivant. Une fois le pharaon couronné, ce dernier porte le némès, une sorte de couronne qui symbolise le couronnement du nouveau roi. On retrouve donc des statues symbolisant cette fusion entre le roi humain et le divin, comme cette statue de Ramsès II enfant. Donc, en effet, ici, Ramsès II est représenté en tant que jeune souverain, il porte son doigt à la bouche et est adossé à, à, à Horus, et il tient entre sa main la fameuse plante soute, qui est le symbole représentant la Haute-Égypte. Le pharaon était également un être d'essence divine. Il est fils de Ré, le dieu soleil. Le dieu soleil. Il avait donc la charge d'être l'unique interlocuteur euh, avec des dieux sur terre. Et en effet, selon la légende, le dieu Ré ne formait qu'une seule et même personne avec le pharaon pour s'unir charnellement avec la reine et ainsi donner naissance à un héritier de rang divin. Le lien entre le pharaon en tant qu'héritier d'Horus et le fils de Ré se retrouve dans les éléments de cette titulature et, euh, et compose deux de ces cinq noms. Donc, le nom d'Horus et le nom de fils de Ré font partie des cinq noms royaux du pharaon que nous allons voir dans cette troisième partie du cours. Donc, la titulature royale
est un élément fondamental du système monarchique et sert à identifier le souverain sur les monuments, les documents administratifs et religieux. Et la titulature royale est également un élément qui est au centre du système de datation. Les éléments de la titulature du roi se mettent en place progressivement dans le courant du troisième millénaire avant Jésus-Christ pour atteindre un protocole royal composé de 5 noms. Avant d'être intronisé pharaon, ce dernier ne détient qu'un seul nom. Il s'agit de son nom de naissance. C'est uniquement au moment de couronnement que le protocole des noms royaux se met en place. Le premier nom à apparaître est le nom d'Horus. Et donc, le nom d'Horus qui apparaît aux alentours enfin, lors de la dynastie, dès la dynastie 0. Il identifie le souverain au dieu faucon et est inscrit dans un séref, c'est une façade de palais. Bon, enfin, ce sont des détails et je préfère que vous sachiez identifier les 5 noms royaux plutôt que de les décrire, quoi. Dès la première dynastie apparaissent d'autres titres, enfin, et donc d'autres noms royaux, tels que le titre de Nepti, c'est-à-dire le titre protégé des deux maîtresses, qui est lié aux déesses que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire les déesses Wadjet et Merkbet, donc les déesses tutélaires de la Haute et de la Basse Égypte. Celui d'Horus d'Or ou Faucon d'Or et celui de Nessuti se traduisent conventionnellement viennent ensuite, pardon, le nom d'Horus d'Or ici, et puis le nom de Nessuti qui renvoie, qui se traduit par roi de Haute et Basse Égypte. Enfin, celui de Nefertiti, c'est celui qu'on retrouve le plus fréquemment avec celui de Fioré Saré, en égyptien, Saré. Donc, à la fin de la troisième dynastie, apparaît le nom de naissance du roi qui est inséré dans un cartouche, à cordelette que nous avons déjà vu tout à l'heure lorsque je vous présentais la formation du Sémataoui et le cartouche de Ramsès II. Et ce cartouche symbolise la domination sur le monde et il est associé à la fin de la quatrième dynastie au, à ce nom de fils de Ré. Donc, dans les inscriptions, on retrouve généralement écrit fils de Ré, donc Saré, suivi du cartouche du pharaon derrière. Donc, je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous présenter la, la, la seconde grande partie de ce cours qui est liée aux grandes périodes de l'histoire de l'Égypte ancienne.